Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Jérusalem Podcast Club. Ceci est l'épisode numéro 4 et l'épisode final de la grande série géopolitique avec Michel Kurfinkel. Et dans cet épisode, on est rentré plus dans les détails de chacun des acteurs. Donc on a parlé de la France, on avait parlé des États-Unis, on a parlé de la Chine et essayer d'expliquer un peu ce qui motive et les différentes raisons des différentes politiques qui sont prises dans ces différents pays. Tout ça dans la perspective d'un conflit certes extrêmement local pour nous en Israël, mais franchement global. Est-ce qu'il s'agit d'une guerre froide? Est-ce que c'est la bonne analogie? De nombreuses discussions, encore une fois, un épisode très riche et très dense qui est difficile de catégoriser en quelques minutes. J'espère qu'il sera très instructif, en tout cas pour moi ça a été une discussion d'une grande richesse et j'espère qu'il vous plaira aussi. Et si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, d'en discuter avec vos proches et de noter, très important, de noter le podcast sur Spotify. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou partout ailleurs. Très bonne écoute. Donc ici, je pense qu'on a bien montré on a bien balisé les choses et alors, ce que je voudrais dire, c'est que les très grandes puissances savent ou sentent plus ou moins clairement, plus ou moins confusément, que le monde est aujourd'hui un monde conflictuel sur la base que je viens de définir. Que le monde se subdivise en 3 mondes et que c'est une situation où on se fait plus de cadeaux. Mais d'un autre côté, la réalité de ce monde fait que même si on ne se fait plus de cadeaux, donc si en gros l'idéologie du win-win est en train de disparaître, il n'en reste pas moins que chaque acteur de ce monde en vient presque par la force des choses à s'aligner sur tel groupe de puissance plutôt que tel autre. Par exemple, je mentionnais l'Inde. L'Inde aurait pu rejoindre le camp révisionniste. Une bonne partie de la psyché de l'Inde est fondée sur du ressentiment à l'égard de la longue domination britannique et par le souci de préserver absolument une indépendance, une pureté nationale de l'Inde actuelle. Et d'un autre côté, l'Inde est directement confrontée à un voisin qui est un rival, et un rival dangereux, il s'agit de la Chine. Et donc, elle est confrontée aussi au problème de l'islam. Le Pakistan. Le Pakistan, mais aussi une minorité importante musulmane au sein même de l'Inde. Et donc, cette situation fait que des contraintes géopolitiques amènent l'Inde à ne pas rejoindre le camp révisionniste et par beaucoup de côtés à se rapprocher du camp occidental. C'est la grande explication du rapprochement israélo-indien. J'ai beaucoup, je me suis beaucoup intéressé, j'ai eu beaucoup de curiosité sur ce rapprochement israélo-indien et beaucoup de gens, y compris beaucoup d'Indiens, ont dit il ne faut pas non plus qu'Israël se fasse beaucoup d'illusions. L'Inde est très contente d'utiliser un certain nombre d'atouts qu'Israël peut fournir, mais l'Inde ne s'occupe que de ses intérêts nationaux. Or, ce qui est intéressant, c'est que il semble qu'il y ait dans la philosophie ou dans la vision géopolitique du Premier ministre indien actuel, Modi, il y ait un peu plus que ça vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire qu'il y aurait un sentiment, au minimum, un sentiment d'alignement ou de co-alignement culturel entre les 2 pays. Un autre cas intéressant,
très intéressant à beaucoup d'égards, c'est celui de la France. La France, Europe... La France qui a été très confuse jusqu'ici, hein. Je le dis parce qu'on s'intéresse particulièrement à la France, et les gens qui écoutent s'intéressent particulièrement à la France. On a vu Macron dire une chose, puis dire l'inverse. Certes. Il y a une espèce de position impossible à saisir. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron veut de nous ? Justement, je crois qu'il y a des choses intéressantes à dire sur la France, parce que, d'abord, je voudrais dire tout de suite, c'est certain que la France n'est plus une très grande puissance mondiale, comme elle a pu l'être dans le passé, une puissance réellement planétaire. Mais d'un autre côté, la France est toujours une grande puissance, avec des capacités très importantes, économiques, technologiques, scientifiques, militaires. Et donc la France, depuis le général de Gaulle, a été travaillée par une volonté que d'aucuns qualifieraient de farouche, mais qu'on peut qualifier aussi d'obsessionnelle. Merci. Une volonté d'indépendance vis-à-vis d'un monde dominé par les anglo-saxons et tout particulièrement par les États-Unis. C'est ça, c'est ce que on cite souvent le général de Gaulle, de la France non alignée, etc. C'est à ça que vous faites allusion, c'est-à-dire qu'il y avait une idée, entre autres de la part du général de Gaulle, que la France, en fait, n'a que ses intérêts, au fond, et qu'elle ne s'aligne avec personne de façon systématique, et que... Voilà, c'est-à-dire que chaque cas doit être traité en tant que tel, sans jamais être inconditionnellement attaché à tel ou tel bloc. Donc, la France a eu tendance, et même... nous le voyons aujourd'hui dans une certaine mesure avec le président Macron. Elle a tendance à prendre ses distances vis-à-vis de ce que font les autres occidentaux. Lorsqu'il y a eu un vote au Conseil de sécurité il y a quelques jours, un vote concernant l'imposition d'un cessez-le-feu entre Israël et Gaza, sur les 5 puissances permanentes du Conseil de sécurité, une puissance occidentale, les États-Unis, ont opposé leur veto, une deuxième puissance occidentale, le Royaume-Uni, s'est abstenu. La Chine et la Russie ont voté en faveur de cette résolution, et la France aussi. La France s'est alignée sur le camp révisionniste. Voilà. Alors, il y a beaucoup de raisons à ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe pratiquement dans la foulée ? Pratiquement dans la foulée, il y a un navire de guerre français qui circule en mer Rouge, le Languedoc, qui est un navire ultramoderne. C'est la fine fleur de la technologie militaire française, qui peut être vraiment une technologie de pointe. Oui. Et il se trouve que les Houthis, je ne sais pas trop pourquoi, prennent ce bateau pour cible. Et bien, ce bateau se défend et abat les missiles Houthis. Donc nous avons ici une situation où la France s'aligne sur les révisionnistes aux Nations Unies, mais dans le concret de sa présence militaire au Moyen-Orient, de facto, elle est anti-révisionniste et elle va plutôt s'aligner par la force des choses sur le camp occidental. Alors, est-ce qu'il y a une clé pour comprendre la position de la France ? Parce que on est tous un peu embrouillés. C'est-à-dire que la seule interprétation que moi j'ai entendue,
c'était de dire que Emmanuel Macron et la France, du point de vue diplomatique, c'est-à-dire comme façade extérieure, elle présente un côté difficile avec Israël en faveur de la Palestine, en faveur des Palestiniens, pour essayer de maintenir l'ordre intérieur, sachant qu'il peut être troublé par l'importation du conflit sur le territoire français, à cause, voilà, on a parlé tout à l'heure des zones de non-droit qui étaient en grand dû à des populations venues de l'immigration. Mais par contre, concrètement, du point de vue sur le terrain, elle soutient Israël parce qu'en fait, elle s'aligne plus avec le bloc de l'ordre établi, comme on l'a décrit plutôt qu'avec le bloc révisionniste de la Russie, de la Chine et de l'Iran, des Houthis. Donc, je ne sais pas si c'est une clé qui est juste, mais en tout cas, c'est la seule que j'ai entendue. Est-ce que vous en avez une manière différente de comprendre, d'un côté, Emmanuel Macron qui nous dit qu'il va monter une force internationale pour combattre le Hamas, et puis le lendemain fait des remontrances à Israël? Alors, il y a quelque chose qui est malheureusement indiscutable, c'est que Macron, en tant que chef d'État, ne pouvait pas se comporter comme il s'est comporté. Son comportement a malheureusement dévalué son autorité en tant que chef d'État dans le concert des États, et bien sûr, elle a dévalué l'autorité de la France par le même fait, et son autorité personnelle. Tout ceci est indiscutable. Macron aurait pu venir en Israël, ensuite aller dans les capitales arabes, et adopter d'emblée la position qui finalement est la sienne. Il aurait pu faire ça. On s'attendait à cela. Les Israéliens, par exemple, n'en étaient pas extrêmement contents, mais on s'attendait à cela. On n'avait pas de grands espoirs allant dans le sens inverse. Mais ce qui s'est passé, c'est que Macron n'a pas joué ce rôle peut-être désagréable, mais en tout cas logique, mais il a tout d'un coup, alors qu'on ne s'y attendait pas, fait des propositions extraordinairement anti-Hamas, donc fatalement pro-israéliennes, pour ensuite les abandonner la minute d'après. Et ça, c'est, encore une fois, quelque chose qu'un président ne peut pas faire. Vous savez que le prédécesseur de Macron, François Hollande, a eu pendant plusieurs années de son quinquennat des discussions avec deux journalistes qui en ont fait un livre, et ils ont appelé ce livre du nom d'une formule employée par Hollande à un certain moment de ce dialogue. Là, je vais vous dire quelque chose, mais un président ne devrait pas dire ça. Et donc, cette phrase est devenue le titre du livre. Je dois dire que Hollande a eu l'élégance, en définitive, de laisser ces deux journalistes publier le livre tel quel. C'est assez étonnant comme démarche. Je ne vois pas un autre président faire ça. Je ne vois pas Macron faire cela. Ça n'aurait pas été le cas des prédécesseurs de Hollande. Hollande a laissé faire cela, peut-être parce qu'il avait le sentiment que c'était ce qui allait rester d'une certaine manière de sa présidence, c'est-à-dire un regard lucide du président sur ce qu'il a fait lui-même et sur l'état du pays lorsqu'il a exercé la magistrature suprême. Eh bien, si un président ne devrait pas dire ça, dans le cas de Hollande, un président ne doit pas non plus dire cela et faire cela dans le cas de Macron. C'est pas possible. Mais néanmoins, il l'a fait. Et il l'a fait pour, effectivement, les deux raisons essentielles. La première raison, c'est la politique héritée du général de Gaulle. Une
politique essentiellement anti-anglo-saxonne, avec cette idée partiellement vraie, partiellement fausse, que Israël fait partie du monde anglo-saxon. Tandis que le monde arabe, et là encore une fois, c'est partiellement vrai et partiellement totalement erroné, le monde arabe a vocation à chercher à être indépendant du monde anglo-saxon. Donc quand vous avez dit partiellement, totalement erroné, vous penchez plus pour l'erreur que pour le partiellement vrai. En ce qui concerne le monde arabe, qui chercherait à être indépendant du monde anglo-saxon. Oui. Le monde arabe, il cherche à ne pas être indépendant. Ou alors c'est pas du tout une préoccupation qu'il a. Je veux dire par là que le monde arabe n'a même pas les moyens d'être indépendant. Il est passé de la dépendance vis-à-vis, par exemple, de l'Angleterre à la dépendance vis-à-vis de l'Union soviétique. Voilà. Aujourd'hui, il y a des dirigeants arabes certainement intelligents, subtils, qui savent naviguer sur une mer peu amicale, qu'il s'agisse du roi du Maroc, du roi de Jordanie, du prince saoudien. Donc, il y a des gens certainement qui beaucoup d'intelligence politique, mais le monde arabe, à ce jour, n'est pas encore arrivé à un degré d'autosuffisance qui lui permette d'être une puissance globale. Il a depuis toujours les virtualités d'une puissance globale, mais il n'en devient pas une. Et le fait qu'il a une même civilisation, grosso modo, ne change rien à l'affaire. Vous prenez l'Amérique hispanique. Essentiellement, l'Amérique hispanique, c'est la même culture, la même civilisation. C'est un monde hispanique, donc marqué par l'Espagne, de culture espagnole. C'est un monde catholique, même si aujourd'hui il y a des religions, le protestantisme et même l'islam se sont développés en Amérique du Sud. Et maintenant le judaïsme en Argentine. Oui, qui sait. C'est quand même assez extraordinaire. Mais on pourrait dire la même chose sur le Brésil, hein, où un pro-judaïsme extrêmement important est un facteur politique essentiel. C'est votre fille, Eliana, partie à ce micro même, il y a de cela l'année dernière qu'il y avait au Brésil, on estimait qu'il y avait des millions et des millions de gens qui étaient judaïsants ou alors d'origine juive d'une certaine façon, qui étaient une espèce de descendants de Maral, et donc il y avait une espèce de présence juive judaïsante. Il y a des gens qui sont très importantes qui revendiquent une origine juive. Il y a des gens qui sont simplement, je dirais, judéotropes, c'est-à-dire passionnés par le judaïsme et qui se tournent avec une grande curiosité vers le judaïsme. Tout cela est vrai aujourd'hui, mais il n'en reste pas moins que, historiquement, le monde hispano-américain, c'est-à-dire ce qui a été l'empire colonial espagnol dans l'hémisphère occidental, qui montait à une certaine époque, depuis le Texas et la Californie jusqu'à la Terre de Feu. Ce vaste monde aurait pu se transformer en une seule superpuissance à un certain moment. Ça n'a pas été le cas parce que la géographie ne s'y prêtait pas. Quand vous allez de l'est à l'ouest des États-Unis, il y a une seule barrière naturelle, réelle, difficile à franchir, pas infranchissable, mais difficile à franchir, c'est les montagnes rocheuses. Disons que l'expansion américaine s'est déroulée à un moment où on pouvait dominer la barrière des rocheuses. Donc c'est ainsi que l'Amérique est devenue une nation
américaine, une nation-continent, mais une nation. L'Amérique hispanique, elle, était trop fractionnée géographiquement, donc peu à peu, elle a éclaté en beaucoup je n'ose pas dire de mini-États, parce que pratiquement tous les États hispaniques, à une ou deux exceptions près, sont des États géants par rapport à Israël ou par rapport à la plupart des pays européens. Mais le monde arabe, dans une certaine mesure, c'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire que oui, il y a la langue arabe, oui, il y a le mythe de l'arabité, oui, il y a l'islam, oui, il y a chez certains chrétiens arabes cette idée d'une identité chrétienne, arabe, d'un christianisme apparenté à l'islam, même quand il est en conflit avec l'islam. Bon, tout cela est vrai, mais fondamentalement, les pays arabes qui existent aujourd'hui ne sont pas des pays qui résultent d'un complot impérialiste qui a voulu fractionner le monde arabe. C'est la grande idée complotiste qui existe dans le nationalisme arabe. Les accords Sykes-Picot ont partagé, ont fragmenté le monde arabe et l'ont empêché de devenir une grande puissance. C'était cela que dénonçait essentiellement Nasser d'un côté et les partis Baas, syriens et irakiens d'autre part. Mais ça ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est que les États que nous voyons ont été en fait créés sur le plan local par des confréries ou par disons les réalités de la géographie. L'Égypte, par exemple, est une figure géographique incontournable. Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de ces frontières qui ont été dessinées dans des bureaux de l'administration britannique Oui, mais ces frontières elles-mêmes ne sont pas aussi arbitraires que l'on peut le penser. Par exemple, lorsque les Français s'emparent de ce qu'ils appellent la Syrie, justement en fonction des fameux accords Sykes-Picot, lorsqu'ils s'emparent de la Syrie, ils constatent que la Syrie en fait est un pays morcelé, composite, où il y a plusieurs blocs ethno-religieux. Il y a le Djebel Druze, il y a la montagne maronite, il y a les Alaouites dans la région de Latakié. Donc ils constatent tout ça. Et pendant un bref moment, les Français imaginent effectivement de faire de la Syrie une fédération. Et puis par la suite... ça aurait été une meilleure idée à votre avis ? Je n'en sais rien, mais je veux dire, ça aurait pu se faire. De toute façon, il y a eu un fragment de la future fédération syrienne qui effectivement est devenu un État séparé. Il s'agit du Liban. Alors, nous voyons aujourd'hui le Liban comme un pays extrêmement composite entre chrétiens, sunnites, chiites et druzes, mais lorsque le Liban a été créé, il a d'abord été créé autour d'un noyau chrétien. Il y avait cette idée de constituer une sorte de foyer national des chrétiens d'Orient au Liban. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que les intérêts de chaque entité sont un facteur qui va parfois corriger les attractions qui semblaient inévitables vers un camp ou vers l'autre. Et encore une fois, la vraie ligne de partage dans le monde arabe aujourd'hui, ce sont les États relativement constitués
et les régions qui, au contraire, l'État n'a pas réussi à se constituer et à subsister. Très bien. Alors, comment est-ce que ces différents mondes, comment est-ce qu'ils se jouent maintenant autour de notre conflit ici? C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre maintenant comment est-ce que ce conflit-là, entre Israël et le Hamas, entre ce qu'on appelle Israël et la Palestine, je ne sais pas exactement quels seraient les bons termes, le conflit israélo-palestinien, comment est-ce que ce conflit il s'inscrit dans cette perspective-là? Alors, il s'inscrit dans cette perspective parce que, d'une part, Israël, incontestablement, a besoin du soutien occidental, soutien américain, le soutien européen dans la mesure où il peut se manifester. Mais d'un autre côté, les Occidentaux perçoivent très bien que ce qui est en jeu, c'est pas seulement la résolution d'un problème israélo-palestinien, c'est pas seulement la sécurité d'Israël. C'est pas seulement ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est le maintien de l'ordre mondial occidental dans une région qui est elle-même vitale pour l'Occident, vitale géographiquement et vitale économiquement. Et ça, c'est très net. Donc, les intérêts vitaux des uns et des autres font que les Occidentaux sont forcés d'intégrer Israël à leur périmètre aujourd'hui et que Israël est forcé de s'intégrer au périmètre occidental. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, du point de vue d'Israël, une question culturelle? Israël pas seulement peut-être pour des raisons géopolitiques, pour des raisons géopolitiques, mais aussi pour des raisons culturelles. Ça veut dire qu'Israël se voit, de ce que j'ai l'impression, comme une partie du monde occidental, du monde libre, du monde démocratique, et beaucoup moins comme part du monde arabe, qui est essentiellement autoritaire, alors appliqué ou non, mais... Non, vous avez tout à fait raison, mais une fois qu'on a admis cette réalité, il se trouvait que dans les belles années, maintenant rétrospectivement, on les voit comme de belles années, les 30 glorieuses de l'après-guerre froide, entre 1990 et 2020. Et 2020, entre la chute du régime soviétique et le Covid, en gros, pendant cette longue période, qui était une période de développement généralisé de l'économie mondiale. On ne dira jamais assez à quel point la domination du Nord global s'est traduite par un développement spectaculaire du Sud global. Les seuls pays du Sud global qui ne sont pas passés à un niveau de vie extraordinairement supérieur, ce sont vraiment les pays qui se sont auto-condamnés à végéter. La poussée de l'Asie globale, par exemple, est vraiment extrêmement impressionnante. Moi, j'ai connu une Chine la Chine intérieure, c'était le XVe siècle, et Pékin, c'était, en étant généreux, on va dire que c'était l'Europe des années 30. Voilà, en étant généreux. Et une toute autre Chine est sortie de cela. Entre parenthèses, contrairement à une lecture socialo-marxiste qui dirait que le développement des uns se fait aux dépens des autres. Exactement. Et donc, pendant cette période-là, les Israéliens pouvaient penser, et ceci a été théorisé par toutes sortes de personnes, un excellent expert des relations sino-israéliennes
Daniel Haber a parlé de cela. Il a imaginé Israël comme une sorte de centre du monde, un pays qui se situe entre l'Occident, l'Orient et peut-être l'Afrique, entre l'Occident développé, l'Extrême-Orient en voie de développement ultra rapide et un Sud global, lui aussi entré dans une phase de développement. On ne citera pas qu'il y a effectivement un certain nombre de midrashim qui vont dans ce sens, mais... Bien sûr, effectivement. Mais la réalité est effectivement que pendant un moment très encourageant, Israël a eu le sentiment qu'il pouvait, par exemple, être un trait d'union entre l'Occident et la Chine. Israël était arrivé au point où il devenait un opérateur important sur le marché chinois, et les Chinois, de leur côté, étaient intéressés à être de plus en plus présents en Israël. Donc Israël, qui par ailleurs avait des liens si étroits avec l'Europe, avec les États-Unis, a pu s'auto-concevoir comme le trait d'union entre ces différentes régions. Est-ce qu'il y a eu en Israël des manifestations de cette volonté-là? Il y a eu je ne suis pas au courant, mais est-ce que les Israéliens, ils ont essayé? Au niveau des milieux d'affaires israéliens, certainement. Il y a eu disons, un engouement, une passion dans les milieux d'affaires israéliens pour tout ce qu'on pouvait faire en Extrême-Orient et en particulier en Chine. Il y a eu une présence israélienne, une présence juive et israélienne extrêmement importante en Chine pendant toute cette période-là. Quel que soit donc, de la même manière, les Israéliens ont développé des relations extrêmement importantes avec les pays ex-soviétiques, avec la Russie, avec l'Ukraine, avec les pays ex-soviétiques d'Asie centrale, avec au moins 2 pays du Caucase, c'est-à-dire la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Donc, si vous voulez, là encore, Israël n'avait pas envie de voir un retour à la guerre froide ou un retour à un fractionnement entre des mondes rivaux et antagonistes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait un espoir vraiment en Israël qu'on n'ait pas à choisir entre ces deux mondes? Qu'on n'ait pas à choisir et qu'on puisse être présent partout. Et disons que les accords d'Abraham étaient interprétés en Israël comme une concrétisation de ce rêve. Je voudrais dire à ce sujet que on dit beaucoup depuis le 7 octobre que les Israéliens se sont endormis derrière la protection fantasmée fournie par la haute technologie et par exemple fournie par le dôme de fer. Bon, je crois que c'est une vision très exagérée de ce qui s'est vraiment passé. Je ne crois pas que l'armée israélienne soit jamais endormie. Je mets de côté ce qui s'est passé le 7 octobre, qui est très bizarre et très troublant, mais ça, je laisse de côté. La puissance de la réaction israélienne depuis le 7 octobre prouve que l'ensemble de l'appareil militaire israélien ne dormait pas. Mais en revanche, j'aurais tendance à penser que il y a eu un autre opium qui a fait un peu dormir les Israéliens sur le plan géopolitique. C'est justement celui d'un Israël ouvert sur le monde entier, et tellement ouvert sur le monde entier qu'il en devenait invulnérable. Et là, je crois que beaucoup d'Israéliens, dans la classe politique, dans la classe, dans les milieux d'affaires, et peut-être même dans certains milieux militaires, ont été
ébloui par les virtualités qui s'ouvraient dans toutes les directions. Et je crois aussi que les Israéliens sont très embêtés donc que ce rêve rose et bleu soit en train de se dissiper. Ils sont très malheureux de cette situation. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils réalisent que il faut choisir son camp dans le monde actuel et que il n'y a pas d'autre camp pour eux que le monde occidental. Bon, je laisse de côté le cas indien. Qui lui-même aussi, vous l'avez expliqué. Oui, mais en gros, c'est ça. La division entre mondes résulte, dans une certaine mesure, de la vision du monde des différents pays ou des différentes régions, mais elle résulte aussi simplement des pesanteurs interétatiques. Attendez, mais je veux préciser ce que vous venez de dire. Cette possibilité pour Israël, qui a été d'imaginer un monde où Israël aurait un pied partout, aurait des relations avec tous les blocs, espoir de bonnes relations. Est-ce que ce que vous dites, c'est que ça a poussé, ça a endormi Israël relativement à son conflit local, ici en Israël, avec des confréries islamistes à l'est comme à l'ouest, au nord et au sud, qui ont, pour éviter de globaliser cette histoire et de le mettre et de le cadrer dans un conflit civilisationnel entre des blocs qui forcément mettrait Israël d'un côté très particulier et empêcherait les relations avec l'autre côté. Est-ce que, je vous demande de préciser votre pensée, est-ce que c'est cet endormissement à auquel vous faites allusion qu'Israël aurait dit on va mettre sous le tapis le problème palestinien, le problème du conflit avec les Palestiniens, le problème du conflit avec l'islamisme, peut-être plus général, pour pas le globaliser, et comme ça on pourra avoir des bonnes relations avec la Chine, avec la Russie, et avec en général le monde qui ne se définit pas comme occidental. Écoutez, je crois simplement qu'il y avait une situation d'euphorie créée par le développement extrêmement rapide de relations extrêmement fructueuses et extrêmement profondes avec des pays appartenant au monde différents. Et je crois que cette euphorie a un peu empêché les Israéliens de regarder de plus près la montée de certains périls. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, ce que je veux dire, c'est que on dit souvent que la protection du dôme de fer, par exemple, a agi sur la pensée stratégique israélienne comme un peu la ligne Maginot sur la pensée politique française. Vous dites c'est l'inverse. Avant 1939. Premièrement, c'est une comparaison qui ne tient pas, puisque la ligne Maginot n'a jamais servi à rien. Elle a été contournée et elle n'a eu aucune utilité stratégique dans le feu. Tandis que le dôme de fer a été utilisé dans le feu et a eu une utilité considérable. Donc, on peut pas dire que Israël se soit endormi ni derrière le dôme de fer, ni derrière la fronde de David, ni derrière le missile Chetz, le missile Haro, ni derrière le passage du Merkava au Namer. Tout cela, ce n'est pas du tout un endormissement. Mais en revanche, un autre niveau, un niveau de la perception géopolitique globale, etc., je crois que l'euphorie de la mondialisation d'Israël a pu faire négliger des problèmes extrêmement concrets de difficultés de voisinage avec les territoires palestiniens. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on revienne, puisqu'on en parle, justement, puisque ce que vous dites, ça se connecte, pour moi, à la relation ambivalente qu'on voit, par exemple, avec la Russie. Et j'ai lu beaucoup
entre autres sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les journaux, etc. Pourquoi est-ce qu'Israël ne s'est pas positionné pour l'Ukraine? Pourquoi est-ce qu'Israël maintient des bonnes relations avec la Russie alors que Poutine accueille les gens du Hamas, qu'on voit que le Hamas fait des démonstrations de bonne volonté pour Poutine en libérant des otages qui sont de nationalité russe. Et dans tout ça, on ne voit pas Israël déclarer la Russie, enfin en tout cas au moins dire la Russie, au moins exiger de la Russie d'arrêter de faire ce genre de choses, ou même de déclarer d'arrêter les relations diplomatiques avec les Russes d'une façon ou d'une autre. Enfin, on considère que, on a l'impression que, en tout cas dans la classe politique israélienne, en ce qui concerne la politique extérieure, que la Russie c'est encore un potentiel partenaire, c'est encore un ami potentiel dans cette histoire, et donc on n'a pas vu de la part des grands responsables israéliens de positionnement par rapport à la guerre en Ukraine, il me semble, ce qu'ils n'ont jamais fait. Est-ce que c'est les restes peut-être encore de cette idée-là que Israël est ouvert à tous ces mondes? Non, c'est de manière plus spécifique le fait que Israël, lors de la chute du régime soviétique, a développé immédiatement des relations extrêmement étroites et extrêmement fructueuses avec la Russie post-soviétique et avec pratiquement tous les États post-soviétiques. Donc ça veut dire qu'on a des bonnes relations avec la Russie au préalable? Tout simplement parce qu'il y avait, tout ça, pour un ensemble de raisons évidentes. La première raison était que dans toutes ces républiques post-soviétiques, il y avait des Juifs qui se sentaient très proches d'Israël. Ouais. Et du fait de la chute du régime soviétique, ce n'était plus un délit pour ces Juifs de manifester leur lien avec Israël. C'était aussi le fait que non seulement il y avait des Juifs, mais il y avait beaucoup de Juifs qui, en fait, faisaient partie des nouvelles élites sur les fameux oligarques qui, pendant un bref moment, ont semblé devenir les nouveaux grands seigneurs féodaux de la Russie, sur ces fameux oligarques, je crois que 2 sur 3, les 2 tiers de ces oligarques étaient au moins d'origine juive. Quand même très important, très important. Il y avait que, du point de vue russe, c'est très simple, partout où il y a des gens qui parlent russe, d'une certaine manière, c'est la Russie. Donc, les Russes ont regardé spontanément Israël, avec une population russe extrêmement importante, comme un pays russe. Et les Russes installés en Israël n'ont jamais coupé vraiment leur lien avec leurs origines russes. Vous avez eu quand même ce paradoxe de gens qui se sont battus pour avoir le droit d'émigrer vers Israël, et qui, une fois installés en Israël, ont maintenu une espèce de culture russe au sein de la culture israélienne, en célébrant certaines fêtes nationales russes, en maintenant, en continuant à célébrer le Nouvel An, je ne dis pas le Noël, mais le Nouvel An russe avec le Père Noël et le sapin de Noël. Enfin, ce sont des choses qui parlaient aux Russes d'un autre côté. Bon, il y a le fait que énormément d'échanges ont pu exister sur le high-tech et même parfois sur le low-tech entre Israël et les républiques post-soviétiques, à commencer par, évidemment, la Russie, la plus importante de ces républiques. Avec Poutine, il y avait un jeu très compliqué. C'est-à-dire que, en gros, Poutine disait à ses interlocuteurs israéliens, et en fait, le principal interlocuteur israélien de Poutine, ça aura été Netanyahou. Donc, en gros, ce que Poutine disait, c'est « nous avons nos intérêts, nous ne renoncerons jamais à nos intérêts. » Alors, un des intérêts de Poutine, c'est la Syrie. C'est Assad. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un de ses intérêts? C'est-à-dire qu'il veut contrôler du territoire, il veut avoir une présence militaire, En gros, ça nous appartient. Voilà. C'est chez nous.
Ça nous appartient. Comme, si vous voulez, comme un chef mafieux à un moment dit... Ici, c'est chez moi. Voilà, cette boîte de nuit est à moi. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, c'est à nous. C'est à nous. Donc, nous ferons le nécessaire pour garder ce qui est à nous. Mais d'un autre côté, on vous veut pas de mal. Puisque on vous considère comme faisant partie de la famille. Okay. Donc, on va pas vous faire de mal. C'est pas notre intérêt. Hein? Donc, on va s'entendre. On va s'entendre. L'entente, c'est que vous nous emmerdez pas sur ce que nous faisons en Syrie. Et quand vous avez besoin parfois disons, d'intervenir quelque part, marginalement. Voilà, bon, bah, vous le ferez. Voilà, on se comprend. On se comprend. Et ce système, à la fois de lien entre la Russie et Israël, il y a un lien économique important, par exemple. Mais également de concertation diplomatique, de concertation stratégique, une manière de gérer la situation, le front nord. Israël en avait vraiment besoin. Donc, tant que ça a marché, on n'allait pas sacrifier un soutien à une Ukraine qui, en fait, se distinguait pas beaucoup de la Russie jusque-là. Hein. Rappelez-vous quand même qu'il y a eu en majorité des présidents pro-russes en Ukraine depuis l'indépendance de l'Ukraine, et que même Zelensky a été, en fait, quand il a été élu président, il était considéré comme le candidat pro-russe au moment de son élection. Faut pas oublier ça. Donc, disons que les Israéliens étaient très gênés par cette situation, par cette guerre. Ils étaient gênés par cette guerre. Ils ne pouvaient pas s'aligner sur la Russie, mais ils ne pouvaient pas aller trop loin vis-à-vis de l'Ukraine non plus. Donc c'est une situation très très difficile, très embarrassante. Mais c'est surtout que l'Ukraine c'est devenu un icône du combat du monde occidental contre l'autoritarisme russe. Et puis très vite, l'Ukraine s'est posée comme défendant le modèle libre et démocratique. Mais vous savez, contre la quasi-tyrannie. Très souvent en politique, ou plutôt en géopolitique, on revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure mais c'est très simple. Il y a la solution idéale et il y a la solution pratique qu'on est obligé d'adopter. Par exemple, la solution idéale, ce serait peut-être une Ukraine indépendante et qui ferait partie de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'Union européenne. Sauf que cette solution idéale, elle est très compliquée à appliquer en réalité. Même si on veut protéger l'Ukraine contre l'agression russe. Mais je vous donne un autre exemple. Il y a ce concept, Jordan is Palestine. La Jordanie, c'est la Palestine. Bon, c'est absolument exact. Qui c'est qui a dit ça? C'était le Premier ministre élu néerlandais Oui. Enfin, il n'est pas encore Premier ministre, mais il a gagné les élections. Il a gagné les élections. Geert Wilders, oui. Mais c'est une idée qui existe depuis très longtemps. C'est une idée qui existe en Israël depuis très longtemps. Et effectivement, si demain le royaume hachémite devenait un royaume hachémite, non plus de Jordanie, mais de Palestine, qui s'est arrêté de s'appeler Jordanie et qui s'appellerait Palestine, simplement. Avec une population qui est aux trois quarts palestinienne, etc. Ça changerait complètement la perception du conflit. Mais, et donc, il y a eu une époque, par exemple, où on disait que Ariel Sharon disait moi je suis prêt à renverser le roi Hussein et à donner la Jordanie aux Palestiniens pour régler le problème.
Ouais. Le problème, c'est que une fois qu'on a dit ça, on doit comprendre la réalité au sérieux. Et la réalité, c'est que pour Israël, ça aurait été infiniment plus compliqué d'avoir une Palestine déclarée en tant que Palestine sur la rive est du Jourdain, qui même à une certaine époque aurait pu devenir un allié, par exemple, de Saddam Hussein ou de l'Iran maintenant. Ça aurait été beaucoup plus difficile à gérer que la situation actuelle où, d'une certaine manière, on va dire que la monarchie hachémite est un glacis. Donc, de la même façon, en théorie, encore une fois, Israël comme faisant partie de l'Occident, oui, bien sûr, mais d'un autre côté, Dieu est bien sûr proche d'Israël, mais enfin parfois il ne se manifeste pas beaucoup. Géopolitiquement, il y a des périodes comme ça disons son visage est voilé géopolitiquement, mais la Russie est proche, donc voilà, oui. on est obligé de faire avec tout ça. Alors, qu'en est-il de la Chine, par contre? C'est-à-dire qu'on a vu aussi la Chine, peut-être de façon moins directe, s'investir dans ce conflit. Alors, quels intérêts la Chine, elle a dans la région? Est-ce que c'est tout pour la Chine? Tout simplement, ça fait partie de cette guerre froide avec les États-Unis, ou est-ce que ça a quelque chose de différent? La Chine raisonne un peu comme, on va dire, comme Israël, comme la Russie. C'est-à-dire que si, par exemple, les Israéliens disaient aux Chinois « achetez-nous entièrement », bon, ben, les Chinois achèteraient Israël et je dirais pas qu'ils auraient une politique pro-israélienne, ils absorberaient purement et simplement Israël, voilà. Mais justement, Israël ne veut pas faire ça. ne tient pas à se faire entièrement acheter par les Chinois, ni à se fondre dans le nouvel empire chinois. Donc, même si les Chinois se sont beaucoup intéressés à Israël d'un côté, aux Juifs d'autre part. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se sont intéressés aux Juifs en général? Oui, parce que dans la Chine moderne, la Chine moderne commence à apparaître au début au 19e siècle avec les concessions, notamment Hong Kong, Shanghai, etc. Les Juifs sont là. Rappelez-vous que il y a deux grandes familles juives à Hong Kong et Shanghai, la famille Keduri et la famille, quelle est déjà la deuxième famille? Sassoud, les deux grandes familles, des Juifs irakiens, mais qui sont des Juifs anglais, même s'ils sont d'origine irakienne, ils deviennent très vite anglais, et ils sont là, ils sont au cœur de la modernité chinoise. Le plus grand hôpital de Shanghai est un hôpital qui est offert par les milliardaires juifs à la population chinoise de Shanghai. Des choses qui, pour la Chine moderne, ne s'oublient pas. Okay. Il y a beaucoup de juifs venus de Russie qui s'installent en Mandchourie, puis à Shanghai, dans les années 20 et 30. Il y a beaucoup de juifs qui vont se battre, qui vont être des conseillers ou même carrément des experts auprès du régime de Chiang Kai-shek et auprès du régime de Mao. Donc les juifs sont là. Et les Chinois de l'extérieur, les Chinois qui depuis le 19e siècle ont émigré dans le monde entier, et notamment en Occident, quand ils reviennent en Chine pour donner de l'argent à leur famille, ils disent à leur famille « Ah, il y a des tas de gens intéressants en Occident, et il y a notamment des gens qui sont comme les Chinois. C'est les Juifs. Ils sont exactement comme nous, comme les marchands chinois. Ils sont partout. Ils sont très attachés à leur tradition. Ils sont très attachés à la famille. Ils sont très travailleurs. Ils sont très intelligents comme nous. Donc, il y a cette idée qui existe. Qui est une diaspora voilà. Avec des caractéristiques communes. Dans la Chine communiste, évidemment, il y a cette idée. Karl Marx.
Moi, je me rappelle c'est à Pékin, les premiers communistes qui... Je me rappelle à Pékin, je faisais un voyage et j'étais pris en charge par des officiels chinois qui sont très bien occupés de moi d'ailleurs. Lorsque nous nous sommes séparés, ils m'ont demandé si tout s'était bien passé. Je leur ai dit oui, absolument. Ils m'ont demandé, tout s'est bien passé aussi sur le plan religieux, tout ce que vous demandiez sur le plan religieux a été mangé cachère, tout ça. Je dis parfait, c'était extraordinaire tout ce que vous avez fait. Donc merci, merci, merci. Et alors à ce moment-là, l'officiel chinois me dit, vous savez, nous en Chine, on a le plus grand respect pour les Juifs. Nous considérons que les Juifs c'est un très grand peuple. Et ensuite, il se penche vers moi et me dit, saviez-vous que Karl Marx était juif? Alors, je lui dis oui, je savais que Karl Marx était juif. Donc, bon, voilà un certain nombre de choses. Lorsque la Chine a commencé à s'ouvrir, après Nixon, n'est-ce pas? Quand la Chine a commencé à dire que l'ennemi principal, c'était la Russie, c'était plus l'Amérique. La Chine demandait certains types d'armements que l'Amérique voulait pas lui vendre. Et en fait, il y a eu des accords secrets, ce sont les Israéliens qui ont vendu ces armements, mais en fait qui étaient des armements américains, mais ils ont vendu, avec l'accord des Américains, ils ont été vendus à la Chine. Non, beaucoup de facteurs ont fait que les Chinois voyaient avec beaucoup d'intérêt Israël, et à cela s'ajoute évidemment la montée spectaculaire du high-tech israélien qui a passionné les Chinois comme à peu près tous les pays du monde, et en particulier tous les pays d'Extrême-Orient. Mais d'un autre côté, il y a d'autres facteurs qui ont pu jouer. Il y a eu le fait que avant de devenir anti-soviétique, les Chinois ont été pro-soviétiques, à une époque où l'URSS était devenue anti-israélienne et anti-sioniste. Il y a eu la période Bandung, la période tiers-monde de la Chine. Comme on a fait entrer Nasser dans le tiers-monde, Zhou Enlai a décidé que la Chine s'alignerait sur les revendications arabes. Donc, les sionistes devenaient une extension de l'impérialisme, et la Chine devenait anti-sioniste. Puis il y a eu d'autres facteurs plus compliqués. Dans la culture, la pop culture de tout l'Extrême-Orient, Hitler est un héros. Ah bon? Oui, mais les gens ne savent pas qui est Hitler. Alors, il y a simplement ne pas savoir qui c'est et être un héros. Oui, il est un héros comme il est, comme on dirait un héros de bande dessinée, comme un héros comme ceux qu'on appelle les super-héros, vous savez. Ok, c'est un personnage digne d'intérêt, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui... alors, il y a des choses qui plaisent beaucoup à beaucoup d'Asiatiques. C'est quelqu'un d'abord qui a remporté des victoires extraordinaires. Ensuite, c'est quelqu'un qui... il avait une espèce de régime qui était en même temps une religion. Enfin, vu d'Orient, on comprend pas très bien de tout ça. Il y a une fascination, quoi. Voilà. Et puis, c'est un régime autoritaire qui marche. Et ça s'appelait aux Chinois, ça, cette histoire? Oui, un régime autoritaire qui marche? Oui, bien sûr. C'est curieux. Les Chinois, ils sont obsédés par l'idée, nous étions un grand pays quand nous avions un empereur, mais une dynastie vous connaissez le système chinois. Le système chinois immémorial, c'est que... dynastie. Bon, la Chine est au cœur du monde, et il n'y a pas d'autre civilisation que la civilisation chinoise. L'empire du milieu, n'est-ce pas? Ça, c'est fondamental. Mais, dans cet empire du milieu, il y a le ciel, c'est-à-dire Dieu. C'est le même mot. Pour dire Dieu et le ciel, c'est le même mot en chinois. Et d'ailleurs, c'est le même mot en mongol, et c'est le même mot en turc. Ok. Voilà. Plus exactement, la Turquie moderne a exhumé un mot turc archaïque
plus ou moins emprunté aux Mongols. Donc, c'est toujours la même histoire. Tanri chez les Turcs et Tian, même mot, vous voyez, en chinois. Et donc, le ciel donne son pouvoir à son représentant, qui est le Fils du ciel. Et le Fils du ciel, quand il fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire qu'il pratique les rites qui doivent être pratiqués, qui assurent le bon équilibre cosmique, eh bien, tout va bien. Mais si jamais le Fils du ciel oublie ses devoirs, si l'équilibre cosmique n'est plus respecté, alors le ciel envoie d'abord des avertissements au Fils du ciel pour lui dire « nous, attention à ce que tu es en train de faire ». Et si le Fils du ciel ne fait pas ce qui est nécessaire pour rétablir l'équilibre, alors le ciel retire son mandat et va le donner à quelqu'un d'autre. Donc, l'idée chinoise, c'est que un pouvoir est légitime lorsqu'il fait la grandeur et la prospérité de la Chine. Mm-hmm. Et c'est un pouvoir impérial, c'est un pouvoir autoritaire. Aujourd'hui, on est sous la dynastie communiste. C'est-à-dire qu'il ne voit pas vraiment de différence entre la dynastie de Han, comme ça, ou les Shu, etc. Mais c'est une dynastie communiste, c'est une dynastie comme les autres. Et est-ce qu'elle va faire ce qu'elle doit faire? Peut-être, peut-être pas. Voilà, mais c'est une dynastie comme les autres. Voilà. Et c'est une dynastie qui fera comme les autres et qui sera au pouvoir tant qu'elle jouera son rôle de dynastie. Donc, tant qu'elle se fera respecter par tout le monde. Vous savez, je crois que les Européens, les Occidentaux, c'est un conseil que je donne aux gens qui veulent comprendre la géopolitique du XXIe siècle. Regardez donc à la télévision, sur Netflix par exemple, les séries chinoises ou même les séries coréennes. C'est passionnant. Parce que vous voyez toute une civilisation politique très différente de la nôtre, et où on voit par exemple dans toute l'histoire de ces pays qu'on se prosterne tout de suite devant l'empereur, et quand l'empereur hausse la voix, immédiatement on se prosterne et on dit je suis coupable, je mérite la mort. Bon, avant toute chose, on fait ça, c'est le début. On commence à négocier sur cette base-là. Et c'est ce genre, ce qui est très important, c'est que ce genre de scène est visionné quotidiennement à l'échelle de millions, voire de milliards de gens dans toute l'Asie, extrême, n'est-ce pas? Toute l'Asie. Mais pourtant, le Japon qui participe aussi de cette culture, et la Corée du Sud aussi qui participe de cette culture, ils ont quand même absorbé une certaine... Alors, dans quelle mesure, je ne sais pas du tout. Mais... La Corée du Nord, c'est ce système maintenu. Mm-hmm. C'est pour ça que la Corée du Nord, à mon sens, a plus de légitimité qu'on le croit. Vous dire du point de vue des Coréens. Du point de vue des Coréens. La Corée du Sud a été profondément américanisée et occidentalisée. N'oubliez pas que c'est le pays, actuellement, le pays d'Extrême-Orient où il y a le plus de chrétiens. Les chrétiens représentent au moins, je crois, pas loin de la moitié de la population de la Corée. Catholiques ou protestants. Okay. Et il y a quelles autres religions il y a en Corée, à part essentiellement le bouddhisme, un petit peu une forme coréenne de taoïsme, mais essentiellement c'est le bouddhisme, et les chrétiens. Le catholicisme et le protestantisme. Et puis les gens qui déclarent ne pas avoir spécialement de religion, c'est-à-dire qu'en fait ils picorent. Enfin, syncrétisme sympathique. Voilà. Très bien. Donc, mais rappelez-vous qu'en Corée du Sud, il y a eu quand même une dictature jusque dans les années 80, et que c'est cette dictature qui a fait la richesse de la Corée actuelle. Okay. Rappelez-vous que quand la dictature est tombée, il y a eu en fait une sorte de plutocratie qui s'est installée en Corée, où les grandes familles
les grandes familles industrielles mis en place plus ou moins par la dictature militaire sont devenus les propriétaires du pays. Et puis ensuite, il y a eu une révolution anti-corruption, mais en fait démocratique, en effet. Donc disons que la Corée est devenue plus démocratique, mais dans un environnement qui n'est pas très démocratique. Et la Corée est un pays très sympathique, très joli. C'est pas pour rien que sur le plan culturel, la mode coréenne, la musique coréenne ont tellement d'influence. Les séries coréennes ont tellement d'influence. Mais encore une fois, on est quand même dans un univers où, même dans la Corée actuelle, où la famille reste importante, la patrie reste importante, l'État reste important, l'autorité reste importante, la police reste importante, les formes continuent à être très importantes, comme au Japon. La Corée est un pays où on se salue en s'inclinant. C'est formel. Voilà. Et c'est très important. Et il y a toujours cette hiérarchie sociale ou générationnelle qui joue beaucoup. Donc, où je veux en revenir, c'est que donc le mandat du ciel, voilà la grande affaire. Et Hitler, il avait le mandat du ciel dans son coin. Jusqu'à qu'il l'a perdu, en fait. Oui, il l'a perdu. Bon. Mais il y a un moment, il a réussi, en fait. Enfin, c'est une belle histoire. C'est une aventure. C'est une belle saga. Vous voyez, une belle saga pour Netflix. Alors après, quand on explique aux Chinois, aux Thaïlandais, aux Japonais, que c'est pas très sympa, c'est pas très cool d'ouvrir, par exemple, une chaîne de restaurants décorée Troisième Reich. Comme ça a été le cas. Il y a eu des histoires comme ça. Alors, on leur explique ça. Alors, ils sont très embêtés et ils vous expliquent, mais non, mais ça veut pas dire qu'on adhère, qu'on veut tuer les Juifs. C'est pas du tout ça notre souci. Mais c'est le problème, c'est que quand même, lorsque on se met au niveau de la pop culture, ce que j'appelle la pop culture, quand on en vient à présenter Hitler de cette façon-là, il y a des tas de gens qui vont finir par prendre Hitler très au sérieux, qui vont finir par lire Mein Kampf, qui vont finir par se dire « Ah, mais les Juifs sont derrière Wall Street est contre le développement de la Chine, donc les Juifs, en fait, sont les ennemis de la Chine. » Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est très perturbant actuellement. En Chine ? Non, dans le monde, c'est que les deux grandes puissances révisionnistes, la Russie et la Chine, depuis un an ou depuis le 7 octobre, ont accéléré un espèce de retour à l'antisémitisme, antisionisme de l'époque communiste. Et c'est vrai aussi bien en Chine que en Russie. Alors, en Russie, j'ai entendu effectivement qu'il y avait une espèce de réactivation du discours antisémite. Par exemple, j'ai entendu que Poutine, il a laissé entendre que Zelensky, il a dit Zelensky est juif, vous voyez pas que tout est connecté, une espèce de discours comme ça qui a mis en relation à la fois la judaïté de Zelensky, la guerre en Israël et la guerre en Ukraine, et mis tout ça dans une grande marmite avec saupoudré d'antisémitisme. Mais en Chine, j'ai pas entendu. En Chine, comment ça se passe ? La même chose. C'est-à-dire que, disons qu'il y a eu une radicalisation du discours antisioniste et anti-israélien en Chine, une dévaluation de l'image du judaïsme en Chine, de l'image des juifs chinois. Alors, les pauvres juifs chinois, ils existaient sous forme de vestiges, véritablement, dans les années 1900, ils existaient encore. Sous le régime de Mao,
ils ont été alternativement regardés avec suspicion ou soudain sortis de la naphtaline pour montrer que voilà. Donc actuellement, on est dans une mauvaise phase. On est dans une mauvaise phase sur la présence et l'image. Bon, il y a beaucoup de juifs en Chine. Vous savez que la Chine reste complètement intégrée à l'économie mondiale. Il n'y a pas eu encore un décrochage des économies comme celui qui s'était produit sous la guerre froide. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais dire ceci. On parle d'une nouvelle guerre froide. Souvent, la nouvelle guerre froide, c'est soit avec la Russie, soit avec la Chine, soit avec les deux, avec l'axe russo-chinois. Mais moi, je pense que c'est une comparaison qui n'est pas tout à fait valable, parce que le fond de la guerre froide, c'était vraiment que le monde communiste avait fini par devenir une espèce de planète à part. Une comparaison plus intéressante, à mon avis, c'est ce qui s'était passé avant la guerre de 14, où vous aviez la paix armée, où vous aviez toutes les grandes puissances européennes qui se préparaient à la guerre, qui ont fini par la faire, comme vous savez, mais qui en même temps, et pratiquement jusqu'à la minute où ils ont déclaré la guerre, vivaient en symbiose économique totale. C'est-à-dire que c'était le libre-échange qui dominait l'économie. Tout le monde exportait chez tout le monde et tout le monde importait de chez tout le monde. Et tout le monde investissait partout. Et nous sommes dans une situation qui ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que, alors qu'on voit très bien que sur le plan politique ou militaire, il y a des puissances rivales qui sont en train de se mettre en place, en même temps, économiquement, tout le monde continue à faire des affaires. L'Europe, par exemple, s'est imbriquée sur le plan de l'énergie à la Russie. Quand même, une histoire invraisemblable, mais vraie. Il y avait des raisons solides de commencer à se méfier de la Russie au moment où tous les accords gaziers ont été non seulement signés, mais concrétisés. Énormément de choses continuent à être produites, de choses qui sont des fleurons de la technologie occidentale continuent à être produites dans les ateliers chinois, encore aujourd'hui. Votre iPhone est souvent produit, quand il n'est pas produit, parfois il n'est pas produit en Chine, il commence à être produit au Vietnam ou en Thaïlande. Quasiment tout le matériel qui se trouve ici. Mais évidemment. Donc, je crois que c'est une situation qui ressemble beaucoup plus à celle qui existait avant la guerre de 14. Mais alors, comme on voit que dans la guerre de 14, ça n'a pas empêché la France, l'Allemagne, l'Angleterre de se déclarer la guerre mutuellement, malgré les bonnes relations économiques qu'elles entretenaient. Alors, est-ce que ici, est-ce qu'on peut dire que la guerre finalement éclate indifféremment des relations économiques qui sont en place, ou est-ce que ces relations-là, elles permettent parfois de mitiger des frictions? Malheureusement, l'histoire nous montre que le cas où les relations économiques n'empêchent pas la guerre est plus fréquent que celui où les relations économiques mitigent les frictions. Les relations économiques mitigent les frictions quand les motifs de guerre n'ont pas dépassé un certain niveau. Quand les motifs de guerre dépassent un certain niveau, et je ne porte pas de jugement sur ces motifs, on dit simplement il y a un motif de guerre, voilà, c'est tout. Peu importe si c'est fou, mais il y a un motif de guerre. Quelque chose qui est considéré par quelqu'un capable de faire de la guerre comme un motif de guerre. Et donc de ce point de vue-là, il y a lieu d'être assez inquiet. Il y a lieu d'être assez inquiet. Cela dit, il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent
qui peuvent jouer, qui n'ont pas encore joué. Derrière le remodelage complet du monde, il y a la démographie. La démographie, c'est l'effondrement démographique des pays, on va dire des pays blancs, hein, pour généraliser. Voilà, généraliser. Le seul pays qu'on va qualifier de blanc, qui ne connaît pas d'effondrement démographique actuellement, c'est Israël. Tous les autres pays sont en situation d'implosion démographique. Et c'est l'effondrement démographique qui a déjà commencé, par exemple, pour le Japon, et qui se profile pour la Chine. Et donc, vous avez une montée démographique de beaucoup de pays musulmans, pas tous, mais de beaucoup. Une montée démographique colossale de l'Afrique. Une montée démographique de l'Inde. Tout ceci va redessiner la carte du monde. Et tout ceci a d'ores et déjà des conséquences troublantes pour Israël. Dans quel sens ? Par exemple, vous prenez l'Europe ou vous prenez l'Amérique. Prenez l'Amérique. L'Amérique est massivement pro-israélienne. Ouais. Sauf que, plus on est jeune, moins on est pro-israélien en Amérique. Vous pensez pas qu'ils vont grandir, ces jeunes, ou Non, parce qu'une bonne partie de ces jeunes, si j'ose dire, ne sont pas des Américains, sont des aliens. Vous dire que c'est des jeunes qui sont issus d'une culture qui n'est pas vraiment la culture américaine, qui était jusque-là pro-israélienne. La culture américaine, ce qui a sauvé un peu la relation entre l'Amérique et les Juifs et l'Amérique et Israël, en dépit de beaucoup de facteurs d'antisémitisme aux États-Unis. N'oubliez jamais que jusque dans les années 60, la ségrégation dans l'habitat était légale aux États-Unis, dans beaucoup d'États. C'est-à-dire la ségrégation dans l'habitat, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas... C'est-à-dire qu'il y avait des endroits où les Juifs ne pouvaient pas habiter. Ah oui, c'était... Ok. C'est des choses qui existaient en Allemagne avant les conquêtes napoléoniennes, par exemple, et qui existaient un petit peu après aussi, je crois. Oui, alors c'était fait à l'américaine, c'est-à-dire que... C'était pas vraiment officiel. Oui, mais en pratique, c'était ça. En pratique, c'était ça. Dans beaucoup par exemple, de banlieues américaines, donc de banlieues résidentielles, il y avait des règlements, disons, selon lesquels on ne pouvait pas vendre une propriété sans informer préalablement les voisins. Et pourquoi ? Parce qu'une vente malheureuse pouvait faire baisser la valeur globale des propriétés. Okay. Par exemple, si vous aviez l'idée saugrenue de vendre votre belle résidence à un noir, la valeur de toutes les autres propriétés s'effondrait. Vous voyez, c'est terrible ce que je suis en train de dire, mais ça existait jusqu'au vote des lois sur les droits civils dans les années 60. C'était légal. C'était toléré, en fait. Enfin, toléré, c'était pas le mot, mais légal dans le sens où vous pouvez faire ça, il n'y avait pas de problème. C'était toléré et pratiqué. Vous aviez des quotas dans les universités. La même chose s'appliquait aux Juifs. On pouvait refuser à un client juif de séjourner dans un hôtel parce que on estimait que on avait diverses manières de dire ça, mais on pouvait dire nous avons le sentiment que vous ne serez pas à l'aise dans notre établissement, ou bien nous sommes désolés, mais nous avons le sentiment que certains de nos clients ne seraient pas à l'aise s'ils nous admettent. Et on avait le droit de refuser, donc c'est présent. Généralement en Amérique, on s'arrangeait pour faire quelques exceptions qui permettaient de dire ah mais attendez, c'est pas du tout pour les raisons que vous croyez. Voilà. Mais enfin, pratiquement c'était comme ça. Mais
malgré tout cela, l'Amérique se voyait à travers le prisme de la Bible et de l'Ancien Testament. Et par conséquent, il y avait des choses qui se passaient, des identifications automatiques qui se produisaient. Les gens pour lesquels cette culture va de soi, ce sont, dans l'Amérique d'aujourd'hui, les vieux. Les jeunes Américains, même quand ils ne sont pas issus de l'immigration, ne lisent pas la Bible, ne pratiquent plus le christianisme. Enfin, ils le pratiquent beaucoup plus qu'en Europe, mais il y a une tendance à la déchristianisation en Amérique comme en Europe. Donc, tout ceci fait que je crois que c'est probablement le problème le plus grave pour Israël. Est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura encore une Amérique pro-israélienne, culturellement pro-israélienne? Et pour ce qui est de l'Europe, est-ce qu'une France où le tiers de la population sera musulmane, ce qui est écrit, hein, dans 20 ans, c'est le cas. Oui. Alors, quel va être le comportement de cette France-là vis-à-vis d'Israël? Voilà le gros problème, la grosse problématique. Très gros problème. Donc, actuellement, Israël a les moyens de se défendre et de se défendre efficacement. Ce qui est préoccupant, c'est l'avenir, mais il faut toujours savoir que l'avenir n'est écrit nulle part. Oui. Sauf évidemment dans la Torah, mais il faut encore savoir le lire. Mais sinon, l'avenir n'est écrit nulle part, et l'avenir est ce que l'on en fait. Mais en parallèle de ce déclin dû à la démographie que vous décrivez, on a l'impression aussi, et ça s'est beaucoup exprimé après le 7 octobre et dû aux événements récents, qu'il y a une resurgence d'un pro-israélisme dans certains pays, en Europe et en Amérique latine. On a vu l'Argentine, où Javier Milei est quasi juif. Vous m'avez montré qu'il a cité Hanouka dans son discours d'inauguration. On va citer aussi Geert Wilders, qui a sorti cette idée que la Jordanie c'est la Palestine qui soutient Israël. Il y a d'autres formes de politique qui émergent en Europe. Vous avez tout à fait raison. Là, il y a un moment où une grande partie des opinions européennes brusquement s'identifie beaucoup à Israël. Ce n'est pas le fait d'être pro-israélien, c'est le fait, viscéralement, dans une partie importante de l'opinion, en France, on connaît le chiffre, 72% de l'opinion française, c'est le sentiment que ce qui a frappé Israël le 7 octobre peut frapper la France, et que le type de riposte sous forme de mobilisation de la nation et sous forme militaire, le type de riposte dont Israël est capable, c'est ce que la France aurait besoin, c'est ce que les pays européens auraient besoin. Donc on est dans un moment où ça existe. C'est très fort. Je pense qu'il est très important de prendre ça au sérieux. Mais d'un autre côté, il faut bien savoir qu'il y a une question démographique extrêmement préoccupante. Moi, je dis à tous mes amis français, par exemple, qui sont perturbés par toutes ces problématiques, je leur dis, s'il n'y a pas un redressement démographique, disons, des Français de souche culturelle française, occidentale, européenne et judéo-chrétienne. On ne parle pas ici de biologie, de couleur de la peau, etc. Mais si ce milieu-là
ne connaît pas un baby-boom tout de suite, l'avenir est problématique. Voilà ce qu'on peut dire. Si on a encore le temps, si on a encore quelques minutes, je voudrais poser quelques questions sur les États-Unis. Il y a un certain nombre de choses, parce qu'on a l'impression qu'il y a, dans ce conflit, c'est manifesté plusieurs aspects de la relation entre Israël et les États-Unis. D'un côté, on a l'impression, et c'est une question aussi, grand aspect de grande dépendance militaire, technologique, diplomatique. Et de cette dépendance, on est une espèce de relation ambivalente des États-Unis envers Israël. Alors, à la fois un soutien quasi inconditionnel. On a vu Joe Biden venir tout de suite. On a vu jusque-là, les États-Unis soutiennent complètement Israël. D'un autre côté, beaucoup d'Israéliens ressentent, en tout cas ça se dit beaucoup, que les États-Unis, en contrepartie de ce soutien, ceinturent Israël, empêchent d'agir selon ses propres intérêts, mais les obligent Israël à agir selon les intérêts des États-Unis, qui sont, peut-être pour moi pas très clairs, mais ce qu'on entend, c'est que les États-Unis ne veulent pas rentrer dans un conflit global, et donc ils essayent de maintenir la guerre en Israël à petit feu, en évitant d'y impliquer des plus grands acteurs, pour ne pas rentrer dans un conflit général dans lequel qu'ils voudraient bien éviter, peut-être lié à ce que vous avez dit, pour essayer de conserver le monde où l'approche du win-win est encore prévalente. Où est-ce qu'ils en sont vraiment, les États-Unis, par rapport à ça ? C'est-à-dire, ils ont à la fois cette relation, on dirait, limitante envers Israël, et à la fois très soutenante. Donc il y a aussi une confusion qu'on a du mal à comprendre. Les États-Unis, c'est leur mythe national, se sont vus comme un nouvel Israël. Oui, exact. Oui. Il faut savoir que l'un des objets totémiques de l'Amérique, c'est la cloche de la liberté à Philadelphie, qui a sonné le début de l'insurrection américaine contre l'Empire britannique. Et cette cloche de la liberté porte un verset de la Bible, aller et sonner dans tout le pays, c'est la formule du Yovel. Karatem Droba. Voilà. Donc, tout ça est très important. D'un autre côté, il y a eu en Amérique des formes très virulentes d'antisémitisme, comme dit, de ségrégation à l'égard des Juifs. Les lois sur les quotas, c'est-à-dire en gros l'arrêt de l'immigration dans les années 20, s'étaient dirigées contre toutes sortes d'indésirables, mais aussi et de manière très importante contre les Juifs. On estimait qu'il y avait assez, sinon trop, de Juifs en Amérique. Lorsque on s'est acheminé vers la création d'Israël, vous aviez beaucoup de protestants qui, pour certaines raisons théologiques, étaient favorables à la création d'un État juif. Mais d'un autre côté, vous aviez beaucoup de décideurs, en particulier la plupart des spécialistes des questions géopolitiques, qui estimaient que la création d'un État juif en Palestine était un non-sens et que c'était une catastrophe pour les intérêts nationaux américains, puisque les intérêts nationaux américains, c'était l'entente avec les pays arabes pour avoir du pétrole. Il faut se rappeler que si le président Truman, il faut se rappeler d'abord que le président Roosevelt était anti-sioniste, pour ne pas dire antisémite.
n'irai pas jusqu'à dire qu'il a été antisémite, mais enfin, il n'a pas été extrêmement philosémite dans la période où il a été président, qui était une période noire pour les Juifs. Le président Truman reconnaît Israël immédiatement, mais tout de suite après, il accepte de promulguer un embargo sur les armements à destination d'Israël. C'est ça, donc il y a cette ambivalence, elle ne date pas d'hier non plus. Non. C'est quelque chose d'ancien. Quand vous regardez la plupart des administrations américaines, vous avez des administrations anti-israéliennes. Vous avez l'administration Carter, par exemple. Vous avez des administrations, l'administration George Bush père. Vous avez des administrations ambivalentes, un peu anti-israéliennes, qui se rattrapent en étant un peu, voire même de temps en temps beaucoup pro-israéliennes en même temps. Alors, vous avez eu l'administration Eisenhower, par exemple, qui a commencé comme étant une administration anti-israélienne et qui a changé d'attitude vers la fin. Vous avez l'administration Reagan avec un Reagan personnellement pro-israélien, mais un entourage qui était anti-israélien et qui a navigué. Bon, il se trouve que globalement, l'administration Reagan a été pro-israélienne, mais on est passé par des hauts et des bas. Même chose avec Clinton, en gros pro-israélien, mais avec des moments plus négatifs. Bush fils s'est révélé très pro-israélien, mais il y a eu quand même quelques épreuves. Obama, il y a eu apparemment quelques accords très favorables à Israël, notamment sur le plan de la coopération militaire, mais en gros, ça a été une administration extrêmement anti-israélienne. Bon, Trump, ça a été à la fois quelque chose une espèce de rêve, mais en même temps un rêve qui était zébré de cauchemars de temps en temps. On ne savait pas exactement de quoi demain allait être fait. C'est beaucoup d'incertitudes. Bon. Et quant à l'administration Biden, c'est une administration très compliquée, puisque pour moitié, c'est une administration Obama ressuscitée, et pour une autre moitié, c'est une administration Clinton un peu ressuscitée également. Mais, je veux dire, il n'y a jamais eu d'automatisme de soutien américain à Israël. Le soutien américain à Israël a souvent été moins catégorique qu'on ne le pensait. Il y a eu parfois des cas paradoxaux. Un président qui, dans sa vie privée, était connu pour mariner dans des invectives anti-juives, je parle de Richard Nixon, s'est révélé un président extrêmement pro-israélien, et c'est le président qui a sauvé littéralement Israël en 1973, pendant la guerre de Kippour. C'est lui qui, contre l'avis de Kissinger, a ordonné le pont aérien vers Israël. Alors, justement, à propos de Kissinger, j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça qu'il a eu une formule très célèbre, je pense que c'était en 73 ou en 67, mes souvenirs s'égarent, mais où c'était clair que les États-Unis devaient intervenir pour soutenir Israël à ce moment-là, mais Kissinger a dit « let them bleed », c'est-à-dire il faut qu'il gagne, mais pas trop. C'est-à-dire il faut qu'il y ait que Israël sente un peu, alors je ne sais pas exactement dans quel but c'était, mais qu'il sente un peu la défaite, qu'il sente un peu l'odeur de la défaite, même si après on va les aider. Et comment vous expliquez ça? C'est quoi le but de ce genre de politique? Il y a eu beaucoup de paroles terribles de Kissinger à cette époque. Le Kissinger, vous savez, Kissinger arrête sa vie politique, en gros, à l'âge de 50 ans. Il a vécu 100 ans. Donc ensuite, pendant 50 ans, il a écrit de nouveaux livres, généralement très intéressants, et il est revenu sans arrêt sur
sur ce qu'il a été, ce qu'il a fait. Kissinger était devenu une espèce de nationaliste israélien. Bon. Il semblait avoir complètement oublié ce qu'il avait dit et fait dans sa première vie. Et parfois, il s'en souvenait, et il y a eu au moins un cas où il a dit « je n'aurais jamais dû dire ça ». Je l'ai dit, je n'aurais jamais dû dire ça. Donc voilà le cas de Kissinger. Mais ce que je veux comprendre, c'est ce qui a été très important. Alors, c'est là que je veux en venir quand même à ce point important. Quel a été le facteur qui a fait que, à un certain moment, l'Amérique a commencé à s'accrocher à Israël? Bien sûr, il y a un poids du judaïsme américain. Bien sûr, il y a une capacité de mobilisation politique extraordinaire du judaïsme américain. Énormément d'organisations, de professionnels de qualité, une intelligence profonde du jeu politique américain. Tout ça est vrai. Mais ce qui a été vraiment important, et ça a commencé à se dessiner à la fin de l'administration Eisenhower, à partir de 58 environ. Vers 58, les Américains ont commencé à comprendre que leur grand plan d'un partenariat avec les Arabes était beaucoup moins sûr qu'ils ne le pensaient. Ils ont eu l'avertissement de Nasser, ils ont eu d'autres avertissements, et ils ont commencé au même moment à apprécier les capacités israéliennes sur beaucoup de plans géopolitiques. Et peu à peu, c'est la réussite géopolitique, militaire, en matière d'information, puis ensuite la réussite technologique d'Israël, qui ont totalement modifié l'approche américaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez non pas l'unanimité, mais une forte majorité des gens qui s'occupent des questions stratégiques aux États-Unis, qui considèrent que Israël est le seul partenaire vraiment de haut niveau que les États-Unis ont dans une partie très importante du monde. Et plus récemment, ils sont arrivés à la conclusion que Israël, non seulement n'est plus un obstacle au lien avec les Arabes, mais devient un atout aux yeux des Arabes. Alors ça, je pense qu'il y a une question qui est importante, et c'est cette espèce de différence qu'il y a eu entre la politique d'Obama et la politique de Trump. Parce que ce qu'on entend beaucoup, enfin, je pose des questions avec beaucoup d'éléments dispersés que je ne sais pas forcément mettre en lien, mais que la grande différence était la politique en face de l'Iran, en face des accords nucléaires avec l'Iran. Et c'était quoi les différences entre ces deux politiques, et à quel moment vous avez dit Obama était essentiellement anti-israélien, la politique d'Obama était très, très anti-israélienne, la politique de Trump était un rêve un peu bizarroïde. Très bien. Et est-ce que vous pouvez dire juste quelques mots sur cette différence, quelles ont été les lignes principales de ça? Obama a écrit un livre qui s'appelle Les rêves de mon père, qui est un livre qui m'a surpris. Parce que généralement, les livres écrits par des hommes politiques sont écrits par des ghostwriters. Mm-hmm. Je n'ose pas employer le mot traditionnel français à ce sujet, donc par des écrivains fantômes. Et généralement, c'est pas très intéressant. Généralement. Quand c'est avant une présidence, ce sont des lieux communs. Et quand c'est après une présidence, ce sont des lieux communs pour dire « Regardez comme j'ai été formidable ». Okay. Le type même de livre de ce genre, par exemple, c'est les mémoires de Clinton, un énorme pavé. En fait, c'est une compilation disons, des notes prises par le secrétariat de Clinton pendant toutes les années à la Maison-Blanche, avec quand même quelques passages de comiques
volontaire ou involontaire, je n'en sais rien. Il y a des passages tout à fait bizarres. Lorsque Clinton, à la fin de ses mémoires, dit « Voilà, j'allais quitter la Maison-Blanche, je suis donc passé à travers toutes les pièces de la Maison-Blanche, les pièces et les corridors, en pensant à tout ce qui s'était passé. » On se demande vraiment si le ghostwriter ne s'est pas amusé en écrivant tout ça. Et le livre d'Obama m'a étonné, parce que c'est un livre vrai, où il raconte vraiment sa vie, et il donne les clés de son engagement politique. Et en gros, son engagement politique, c'est un engagement pour détruire l'Amérique blanche. Et il le dit ouvertement. Qu'est-ce que ça veut dire détruire l'Amérique blanche? Simple, détruire l'Amérique blanche, remplacer l'Amérique blanche par une autre Amérique qui ne sera plus dominée par les Blancs. C'est tout, le grand remplacement. C'est tout. Non mais c'est exactement ça. C'est dit, c'est écrit. Il faut lire, c'est prodigieux ce livre. Ce sont d'ailleurs des pages, c'est le début du livre, c'est des pages d'une sincérité tellement aveuglante. Je n'arrive pas à comprendre comment, ou plutôt je comprends très bien, je n'arrive pas à comprendre comment les gens n'ont pas tenu compte de ce livre. Et je comprends très bien parce que les gens ne lisent rien. Et les gens ne lisent surtout pas les livres. Je suis étonné de voir à quel point ce livre a été sous-estimé. Les gens l'ont lu, l'ont acheté parce que c'était Obama, ils n'ont jamais lu ça. Obama raconte comment son histoire, d'ailleurs il est très bizarre sur l'histoire de sa famille. On sait qu'il a un père africain et une mère blanche. Il a le culot d'écrire dans ce livre que c'est très étrange que rien ne reste du mariage de ses parents. Même pas un carton d'invitation pour le petit repas de famille après le mariage. En d'autres termes, il suggère ouvertement que c'était un mariage de pure convenance et que peut-être Monsieur Obama, père, n'a jamais été son père. L'hypothèse selon laquelle une analyse ADN permettrait bien sûr de mettre fin à tout débat là-dessus. Enfin, tout cela n'a pas d'importance, mais c'est quand même raconté. Et donc, ce qui se passe, c'est que sa mère va vivre en Indonésie. Elle se marie avec un Indonésien, un deuxième mari. Divorce du père africain, et elle a un deuxième mari qui est un Indonésien musulman. C'est pour ça que on sait que Obama a fréquenté une école musulmane, sauf que c'est une école musulmane en Indonésie, donc c'est pas exactement la même chose qu'une école musulmane en Arabie Saoudite. Mais tout de même, c'est vrai qu'il a été élevé en petit musulman dans un pays musulman. Et il se trouve que sa mère finalement divorce de son deuxième mari. Et quand Obama a 10 ans, la famille revient en Amérique, et en Amérique, le jeune Obama est stupéfait de découvrir qu'il est noir. Parce qu'en Indonésie, il n'était pas noir. En Indonésie, il était coloré comme tout le monde. Ouais. Et là, il arrive dans un pays où il est noir. Et être noir, ça a beaucoup d'importance et de conséquences. Il raconte une scène, voilà, ils sont accueillis par les parents de sa mère, donc des blancs très très libéraux, quasi communistes, enfin très ouverts. Mais tout de même, comme il y a eu le meurtre d'une famille blanche par un gang noir dans le quartier, le jeune Obama écoute, c'est ce qu'il raconte dans ses mémoires, il écoute ses grands-parents se poser des questions de sécurité si jamais il y a des Noirs qui se promènent dans le quartier. Et il dit, mais noir, je suis noir aussi. Oui. Alors, il raconte comment cette crise d'identité le plonge dans la boisson et dans la drogue, et comment il s'en sort en rencontrant un mentor qui est un écrivain noir américain communiste.
lequel lui dit « Mon petit Barack Hussein Obama, sache bien que tu es noir, tu n'échapperas pas à cela, que les autres sont blancs et que toute ton énergie doit être dirigée uniquement pour servir la cause noire. » Et là-dessus, Obama rencontre Michelle Obama, qui, au moment où il la rencontre, est encore plus militante que lui. Et il se marie dans une église noire militante, une espèce d'église révolutionnaire noire, très militante, très raciste anti-blanc, très raciste anti-juif. Et ils vont faire partie de cette église pratiquement jusqu'à ce que Obama devienne président. Tout ça est raconté dans son livre. Et ce n'est pas pour rien que le premier grand acte politique symbolique que fait Obama, c'est ce fameux discours du Caire, où il va parler au Caire pour une réconciliation avec l'islam qui a dû remplir de stupéfaction des tas de gens qui étaient vendus corps et âme aux puissances pétrolières arabes depuis longtemps. De quoi parle-t-on exactement? Enfin, c'était en fait une réconciliation avec l'Iran de Khomeini. Il est allé au Caire, mais en fait, sa visée, c'était l'Iran de Khomeini. Donc, ce que je veux dire à travers... Avec toute l'histoire d'Obama. Tout cela, c'est que Obama, il incarne une nouvelle Amérique. Et on voit que, malheureusement, il y a une partie importante des milieux noirs américains, certainement des milieux noirs wokistes, qui sont viscéralement anti-israéliens et anti... Parce que dans leur perspective, c'est partie intégrante de ce qu'ils appellent l'Amérique blanche qui a voilà. En fait. Voilà. Il y a un historien américain de gauche qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Quand les Juifs sont devenus blancs ». C'est-à-dire, c'est simplement le récit du fait que pendant très longtemps, les Juifs n'étaient pas regardés comme des blancs comme les autres aux États-Unis. Ouais. Voilà. Bon, très bien, on va s'arrêter là. C'était très très intéressant. Merci énormément pour tout le temps que vous m'avez accordé. Je sais que j'en ai pris beaucoup. Un plaisir. Encore merci et bonne soirée. Bonne soirée. C'était Yair Rochner pour le Jérusalem Podcast Club. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à bien noter le podcast sur Spotify et sur Apple Podcast. À très bientôt.